Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite lecture, troisième petite lecture du livre des médiums de Monsieur Allan Kardec, évidemment. Donc moi j'ai cette édition-là. Et puis la dernière fois, on avait fait pas mal de différents types de facultés médiumniques. On avait fait les médiums auditifs, sensitifs ou impressibles, on avait fait les personnes électriques, et puis c'est tout. D'ailleurs, bon, c'est déjà pas mal. Ok. Aujourd'hui, on va s'intéresser, et on avait fait les médiums parlants. Voilà. Et juste avant que je place ces petites vidéos dans le contexte, le but est de classifier les différents types de médiums, donc qui va des facultés les plus courantes aux facultés les plus rares. Et d'ailleurs, pour préciser, le pasteur d'âme en fait partie des facultés qui sont les plus rares. D'accord. Alors déjà, être médium, c'est déjà très très rare, mais alors en plus, être un pasteur d'âme, c'est encore beaucoup plus rare. Donc quand vous voyez sur Internet, sur les réseaux sociaux, tous ces passeurs d'âme qui pop, bah, vous vous doutez bien que, à mon avis, ils sont pas tous passeurs d'âme. Bon, après, je n'ai pas été vérifié, ça m'intéresse pas tellement. D'accord. Puis c'est facile de savoir si une personne est vraiment passeur d'âme. Ça se voit par rapport à la qualité de la consultation. Si vous voyez que c'est plat et que c'est très superficiel, bon, bah, vous vous douterez bien que la personne n'est sans doute peut-être pas passeur d'âme, ou que sais-je. D'accord. Bon, trêve de bavardage. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux médiums voyants et aux médiums somnambules. Alors pour préciser un petit peu, pour clarifier un peu le vocabulaire un peu New Age, avec les nouvelles technologies, on invente des super mots pour faire super classe, pour faire super beau. Le mot médium clairvoyant, c'est en fait médium voyant. D'accord. On a rajouté le mot clair, on a rajouté le préfixe clair. Me demandez pas pourquoi. Et pareil, clair-audient, bah, ce sont les médiums auditifs. Et clair-sensitif, pareil, hein, ce sont les médiums impressifs. D'accord, les médiums sensitifs, ceux dont on a parlé dans la dernière vidéo, pardon. Donc, avant de continuer, si vous arrivez sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les deux dernières vidéos, enfin les deux premières, si vous ne les avez pas vues. Ça peut être bien de commencer déjà par la définition de ce qu'est un médium, et ensuite de commencer. Bon, vous faites comme vous voulez, au pire. Vous faites comme vous voulez. Bon, voilà, je vous laisse faire comme vous le souhaitez. On est parti. Médium voyant. Les médiums voyants sont doués de la faculté de voir les esprits. Alors, en soi, tous les médiums sont à peu près, à quelques degrés près, peuvent tous voir les esprits. À quelques détails près quand même. Il en est qui jouissent de cette faculté dans l'état normal, alors qu'ils sont parfaitement éveillés et en conservent un souvenir exact. D'autres ne l'ont que dans un état somnambulique ou voisin du somnambulisme. Cette faculté est rarement permanente. Elle est presque toujours l'effet d'une crise momentanée, et passagère. On peut placer dans la catégorie des médiums voyants toutes les personnes douées de la seconde vue. C'est ce qu'on appelle le troisième œil. En fait, je fais une petite parenthèse. On ne voit pas en fait les esprits avec nos yeux, nos vrais yeux, mais avec nos troisième œil en fait, ce qu'on dit. En fait, on voit les esprits avec notre âme. C'est notre âme qui voit les esprits. Je reprends. La possibilité de voir les esprits en rêve résulte sans contredit d'une sorte de médiumnité, mais ne constitue pas, à proprement parler, les médiums voyants. Vous pouvez très bien être amené à voir une personne de votre famille qui est décédée, ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes médium voyant. Ok, c'est ce qu'on vous explique. Nous avons expliqué ce phénomène dans le chapitre 6, manifestation visuelle. Le médium voyant croit voir par les yeux comme ceux qui ont la double vue, mais en réalité c'est l'âme qui voit.
Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Et c'est la raison pour laquelle il voit tout aussi bien les yeux fermés que les yeux ouverts, dont il suit qu'un aveugle peut voir les esprits comme celui qui a la vue intacte. Il y aurait sur ce dernier point une étude intéressante à faire. Ce serait de savoir si cette faculté est plus fréquente chez les aveugles. Des esprits qui avaient été aveugles nous ont dit que de leur vivant, ils avaient par l'âme la perception de certains objets et qu'ils n'étaient pas plongés dans l'obscurité noire. D'accord? Donc les médiums, les personnes qui sont aveugles, finalement, ne sont pas constamment plongées dans le noir. Il faut distinguer les apparitions accidentelles et spontanées de la faculté proprement dite de voir les esprits. Les premières sont fréquentes, surtout au moment de la mort des personnes que l'on a aimées ou connues et qui viennent avertir qu'elles ne sont plus de ce monde. Il y a de nombreux exemples de faits de ce genre, sans parler des visions pendant le sommeil. D'autres fois, ce sont également des parents ou amis qui, quoique morts depuis plus ou moins longtemps, apparaissent soit pour avertir d'un danger, soit pour donner un conseil ou demander d'un service. Le service que peut réclamer un esprit consiste généralement dans l'accomplissement d'une chose qu'il n'a pas pu faire de son vivant, ou dans le secours des prières. Ces apparitions sont des faits isolés qui ont toujours un caractère individuel et personnel et ne constituent pas une faculté proprement dite. La faculté consiste dans la possibilité, sinon permanente, du moins très fréquente, de voir le premier esprit venu, même celui qui nous est le plus étranger. C'est cette faculté qui constitue à proprement parler les médiums voyants. Parmi les médiums voyants, il en a qui ne voient que les esprits que l'on évoque et dont ils peuvent faire la description avec une minutieuse exactitude. Ils décrivent dans les moindres détails leurs gestes, l'expression de leur physionomie, les traits du visage, le costume et jusqu'aux sentiments dont ils paraissent animés. Il en est d'autres chez lesquels cette faculté est encore plus générale. Ils voient toute la population spirite ambiante aller venir et l'on pourrait dire vaguer à ses affaires. Nous assistâmes un soir à la représentation de l'opéra Oberon avec un très bon médium voyant. Il y avait dans la salle un assez grand nombre de places vacantes, mais dont beaucoup étaient occupées par des esprits qui avaient l'air de prendre leur part du spectacle. Quelques-uns allaient auprès de certains spectateurs et semblaient écouter leur conversation. Sur le théâtre se passait une autre scène. Derrière les acteurs, plusieurs esprits d'humeur joviale s'amusaient à les contrefaire en imitant leurs gestes d'une manière grotesque. D'autres plus sérieux semblaient inspirer les chanteurs et faire des efforts pour leur donner de l'énergie. L'un d'eux était constamment auprès d'une des principales cantatrices. Nous lui crûmes des intentions un peu légères, l'ayant appelé après la chute du rideau. Il vint à nous et nous reprocha avec quelque sévérité notre jugement téméraire. « Je ne suis pas ce que vous croyez, dit-il. Je suis son guide et son esprit protecteur. C'est moi qui ai chargé de la diriger. » Après quelques minutes d'un entretien très grave, il nous quitta en disant « Adieu, elle est dans sa loge. Il faut que j'aille veiller sur elle. » Nous évoquâmes ensuite l'esprit de Weber, l'auteur de théâtre, et lui demandâmes ce qu'il pensait de l'exécution de son œuvre. « Ce n'est pas trop mal, dit-il, mais c'est mou, les acteurs chantent, voilà tout, il n'y a pas d'inspiration. »« Attendez, ajouta-t-il, je vais essayer de leur donner un peu de feu sacré. » Alors on le vit sur la scène, planant au-dessus des acteurs, un effluve semblait partir de lui et se répandre sur eux. À ce moment, il eut chez eux une recrudescence visible d'énergie. Voici un autre fait qui prouve l'influence des esprits et qui... Excusez-moi, je recommence. Voici un autre fait qui prouve l'influence que les esprits exercent sur les hommes à leur insu. Nous étions, comme ce soir-là, à une représentation théâtrale avec un autre médium voyant. Ainsi, engagé une conversation avec un esprit spectateur, celui-ci nous dit « Vous voyez bien ces deux dames seules dans cette loge des premières. Eh bien, je me fais fort de leur faire quitter la salle. Cela dit,
on le vit aller se placer dans la loge en question et parler aux deux dames. Tout d'un coup, celles-ci, qui étaient très attentives au spectacle, se regardent, semblent se consulter, puis s'en vont et ne reparaissent plus. L'esprit nous fit alors un geste comique pour montrer qu'il avait tenu parole, mais nous ne le revîmes plus pour lui demander de plus amples explications. C'est ainsi que nous avons pu maintes fois être témoins du rôle que jouent les esprits parmi les vivants. Nous les avons observés dans divers lieux de réunion, au bal, au concert, au sermon, aux funérailles, aux noces, etc. Et partout nous en avons trouvé attisant les passions mauvaises, soufflant la discorde, excitant les rixes et se réjouissant de leur prouesse. D'autres, au contraire, combattaient cette influence pernicieuse, mais n'étaient que rarement écoutée. La faculté de voir les esprits peut sans doute se développer, mais c'est une de celles dont il convient d'attendre le développement naturel sans la provoquer, si l'on ne veut pas s'exposer à être le jouet de son imagination. Quand le germe d'une faculté existe, elle se manifeste d'elle-même. En principe, il faut se contenter de celle que Dieu nous a accordée sans rechercher l'impossible. Car alors, en voulant trop avoir, on risque de perdre ce qu'on a. Quand nous avons dit que les faits d'apparition spontanée sont fréquents, numéro 107, nous n'avons pas voulu dire qu'ils sont très communs. Quant aux médiums voyants proprement dit, ils sont encore plus rares, et il y a beaucoup à se défier de ceux qui prétendent jouir de cette faculté. Il est prudent de n'y ajouter foi que sur des preuves positives. Nous ne parlons même pas de ceux qui se font la ridicule illusion des esprits globules que nous avons décrit numéro 108, mais de ceux qui prétendent voir les esprits d'une manière rationnelle. Certaines personnes peuvent sans doute se tromper de bonne foi, mais d'autres peuvent aussi simuler cette faculté par amour-propre ou par intérêt. Dans ce cas, il faut particulièrement tenir compte du caractère de la moralité et de la sincérité habituelle. Mais c'est surtout dans les circonstances de détail qu'on peut trouver le contrôle le plus certain, car il en est qui ne peuvent laisser de doute, comme par exemple l'exactitude du portrait d'esprit que le médium n'a jamais connu vivant. Le fait suivant est dans cette catégorie. Une dame veuve dont le mari se communique fréquemment à elle se trouvait un jour avec un médium voyant qui ne la connaissait pas, non plus que sa famille. Le médium lui a dit « Je vois un esprit près de vous. »« Ah !» dit la dame. « C'est sans doute mon mari qui ne me quitte jamais. »« Non, répondit le médium. C'est une femme d'un certain âge. Elle est coiffée d'une manière singulière. Elle a un bandeau blanc sur le front. » À cette particularité et à d'autres détails descriptifs, la dame reconnut sa grand-mère, à ne pas se méprendre et à laquelle elle ne songeait nullement dans ce moment. Si le médium avait voulu simuler la faculté, il lui était facile d'abonder dans la pensée de la dame, tandis qu'au lieu du mari dont elle était préoccupée, il voit une femme avec une particularité de coiffure dont rien ne pouvait lui donner l'idée. Ce fait prouve une autre chose, c'est que la vue chez le médium n'était le reflet d'aucune pensée étrangère. Intéressant. Je bois un petit peu de café. On est reparti. Médium somnambule. Le somnambulisme peut être considéré comme une variété de la faculté médiumnique, ou pour mieux dire, ce sont deux ordres de phénomènes qui se trouvent très souvent réunis. Le somnambule agit sous l'influence de son propre esprit. C'est son âme qui, dans les moments d'émancipation, voit, étend et perçoit en dehors de la limite des sens ce qu'il exprime, il lui puise en lui-même, ses idées sont en général plus justes que dans l'état normal, ses connaissances plus étendues parce que son âme est libre. En un mot, il vit par anticipation de la vie des esprits. Le médium, au contraire, est l'instrument d'une intelligence étrangère. Il est passif et ce qu'il dit ne vient point de lui. En résumé, le somnambule exprime sa propre pensée et le médium exprime celle d'un autre.
Mais l'esprit qui se communique à un médium ordinaire peut tout aussi bien le faire à un somnambule. Souvent même, l'état d'émancipation de l'âme pendant le somnambulisme rend cette communication plus facile. Beaucoup de somnambules voient parfaitement les esprits et les décrivent avec autant de précision que les médiums voyants. Ils peuvent s'entretenir avec eux et nous transmettre leurs pensées, ce qu'ils disent en dehors du cercle de leurs connaissances personnelles, leur est souvent suggéré par d'autres esprits. Voici un exemple remarquable où la double action de l'esprit du somnambule et de l'esprit étranger se révèle de la manière la moins équivoque. Un de nos amis avait pour somnambule un jeune garçon de 14 à 15 ans d'une intelligence très vulgaire et d'une instruction extrêmement bornée. Néanmoins, en somnambulisme, il a donné des preuves d'une lucidité extraordinaire et d'une grande perspicacité. Il excellait surtout dans les traitements des maladies et a fait un grand nombre de cures regardées comme impossibles. Un jour, il donnait une consultation à un malade dont il décrivait le mal avec une exactitude parfaite. Ce n'est pas tout, lui dit-on. Il s'agit maintenant d'indiquer le remède. Je ne puis pas, répondit-il, mon ange docteur n'est pas là. Qu'entendez-vous par votre ange docteur, celui qui me dicte les remèdes? Ce n'est donc pas vous qui voyez les remèdes. Et non, puisque je vous dis que c'est mon ange docteur qui me les dicte. Ainsi, chez ce somnambule, l'action de voir le mal était le fait de son propre esprit, qui, pour cela, n'avait besoin d'aucune assistance, mais l'indication des remèdes lui était donnée par un autre. Cet autre n'était pas là, il ne pouvait rien dire. Seul, il n'était que somnambule, assisté de ce qu'il appelait son ange docteur. Il était somnambule médium. La lucidité somnambulique est une faculté qui tient à l'organisme et qui est tout à fait indépendante de l'élévation et de l'avancement et même de l'état moral du sujet. Un somnambule peut donc être très lucide et être incapable de résoudre certaines questions si son esprit est peu avancé. Celui qui parle par lui-même peut donc dire des choses bonnes ou mauvaises, justes ou fausses. Mettre plus ou moins de délicatesse et de scrupule dans ses procédés, selon le degré d'élévation et d'infériorité de son propre esprit. C'est alors que l'assistance d'un esprit étranger peut suppléer à son insuffisance. Mais un somnambule peut être assisté par un esprit menteur, léger ou même mauvais, tout aussi bien que les médiums. C'est ici surtout que les qualités morales ont une grande influence pour attirer les bons esprits. Voir le livre des esprits, somnambulisme numéro 425, et ci-après le chapitre influence morale du médium. Voilà mes très chers, j'espère qu'en tout cas ça vous aura aidé à en apprendre un peu plus sur ces médiums voyants et somnambules, et j'espère que ça vous aura aidé à faire la part des choses et de vous forger votre propre avis, votre propre opinion. Ok ? Voilà, je vous embrasse et puis on se retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous!